dont la prochaine qui est de Marc Journeau. Alors, Marc va nous présenter une étude de cas sur la mesure de la circularité d'une organisation. Euh, Quelques mots sur Marc, professeur à l'école d'administration de comptabilité, à l'école de comptabilité, faculté des sciences d'administration. Je vous laisse le soin. Merci, merci François. Merci beaucoup. Effectivement, ouais, merci. Donc, super intéressant. Ça brise bien la glace, je pense, votre présentation, Julie et François. Donc, moi, c'est particulier parce que c'est un projet en cours, un projet qui n'est pas terminé. Il y a deux phases. Je vous présente la phase 1 aujourd'hui, la phase 2 l'année prochaine. Donc, il y aura un tome 2 l'année prochaine. Donc, c'est un projet que je mène avec Abby Marino, qui est une professeure de recherche chez moi, mais en fait, c'est une professeure de recherche, mais qui est étudiante à la maîtrise. Lui qui est vraiment très dynamique. Et on travaille sur ce projet Coop Carbone, que vous connaissez peut-être. Donc, qui fait de l'accompagnement en entreprise au niveau des émissions de gaz à effet de serre et qui veut amener une dimension de mesure de circularité en termes d'offres de services supplémentaires. Et ça fait déjà un bon nombre de temps au réseau qu'on veut opérationnaliser la mesure de circularité organisationnelle. Mais l'idée était de trouver des synergies, justement, le partenariat pour le faire. Et là, donc, ça se met en œuvre depuis maintenant quelques mois. Ce projet-là est démarré. Donc, le volet social derrière est tout simplement que notre objectif, et nous, vous allez le voir, c'est de comprendre les interactions des acteurs à travers cette mesure-là. Donc, c'est facile de dire on va mesurer. C'est autre chose de le faire réellement. C'est vraiment plus compliqué. Donc, le contexte de ce projet-là, c'est qu'il existe un bon nombre de cadres conceptuels pour mesurer la circularité. On a maintenant des normes, maintenant, 59, ISO 59020, notamment pour le faire. Mais le problème, c'est quand on arrive à l'opérationnalisation de la mesure, oh, c'est pas si simple que ça. Je peux vous le dire. C'est assez complexe. Et donc, aussi, ces grands cadres de circularité-là se formalisent bien dans la plus grande entreprise. Mais aussitôt qu'on arrive dans la PME, où on a beaucoup moins de données, et on le sait, et beaucoup moins de ressources aussi pour mener à bien ces mesures-là, c'est autre chose. OK? Donc, on a choisi, vous allez voir, une PME de moyenne taille. On n'a pas pris une PME de très petite taille parce qu'on voulait quand même pouvoir tester le modèle et surtout voir les interactions entre les acteurs. Ce qui va être chouette dans une phase 3, 2027-2028, ça sera de le faire dans une plus petite PME encore. Et une fois qu'on aura fait un premier défrichage, ben, vous allez voir, on n'a pas pris une très grande entreprise. Et donc, notre travail à nous, c'est d'opérationnaliser cette mesure-là et comprendre bon, tous les enjeux de la collecte de données. Bon, c'est des choses qu'on connaît relativement bien, mais qu'on veut mettre en jeu, mais surtout comprendre le rôle des acteurs et les enjeux des tensions entre les acteurs lors de la mesure. Parce qu'on comprend, on présuppose qu'il risque d'avoir un petit peu d'arbitrage à faire, éventuellement. Et donc, on a hâte de voir comment ça va se passer. Donc, j'ai mis ce que la littérature nous dit sur les enjeux potentiels sur l'opérationnalisation de la circularité, de la mesure de la circularité auprès des organisations. Donc, je passe rapidement là-dessus. C'est des choses qu'on a dites, mais ce n'est pas nécessairement des choses qu'on a vues. Donc, on va évidemment pouvoir contribuer à cet égard-là. Donc, ce qu'on veut faire, donc, c'est opérationnaliser cette mesure et plusieurs sous-objectifs. Nous autres, c'est toujours tant qu'à faire, là. Tu sais, c'est quand on rénove une maison, tant qu'à faire. Donc, on va comprendre les enjeux de la mise en œuvre pour une PME. On veut comprendre les enjeux de disponibilité de la matière, c'est quoi les freins à la mesure en tant que telle. Et comme je disais, ce qui est central, c'est le rôle des parties prenantes dans ce processus-là et toutes les interactions qui vont se survenir. Puis tant qu'à faire, ben, on va aussi tester un cadre qu'au réseau, on avait déployé, un cadre de mesure de circularité organisationnelle qui avait été co-construite d'ailleurs à travers des ateliers qu'on avait tenus au réseau, qu'il y en a peut-être parmi vous qui avaient, je sais, participé à cet égard. Donc, on fait plusieurs choses en même temps dans ce projet. Donc, l'étude de cas, on a pris une entreprise, en fait, on a pris une entreprise fer de lance, sans jeu de mots, pourquoi on est allé là? Parce qu'on voulait avoir le maximum de données possible. Et on a eu la chance de tomber sur une entreprise qui était à la fois assez incroyable de ce côté-là, euh, repérée par Coop Carbone dans leurs clients à eux. Donc, c'est une entreprise qui est spécialisée en moulage et injection en plastique. Et l'autre truc qui est assez chouette, c'est qu'ils n'ont pas 8000 matières, ils en ont juste une principale. Fait que ça simplifie. Parce que notre but, ce n'est pas de trouver 50 000 modèles pour mesurer, mais de comprendre ce qui se passe en dessous. Fait que plus on simplifie ça, plus on peut aller en profondeur derrière.
Donc, 35 ans d'expérience dans ce domaine-là, 25 à 35 millions. Ce que je dis, c'est une ME, hein, c'est pas vraiment une PME, c'est une ME. 130 employés, donc 110 dans la production, 20 à l'administration. Et puis, 100 clients, 2000 produits. Donc, ça va être un certain défi sur la mesure. Et bon, les produits qui font, c'est bien sûr des médicaments, des tapis de neige, des patins de souffleuse, des bouches d'aération. Bref, extrêmement variés. Toutes sortes de trucs qui se font à partir de moulage plastique, finalement, tout azimut. L'usine, 200 000 pieds carrés, il y a 38 presses à injection, donc quand même, il y a du stock là-dessus. Puis, bon, ils mobilisent 3500 tonnes de résine transformée par an. Donc, voilà pour le contexte. On voit une photo là, de l'usine. Donc, ça, c'est le plan de l'usine. J'ai vu ça parce qu'il y en a qui aiment ça, les plans. Moi, j'aime ça. Personnellement, j'adore les plans. OK. Donc, une fois quelques photos, peut-être juste pour imaginer. Donc, ce qu'ils font, ben, vous connaissez probablement un petit peu les procédés, là. On prend de la résine plastique, puis on en fait des granules. Puis avec ces granules-là, ensuite, on fait de l'injection dans des moules préformés pour ensuite avoir nos produits finis. Donc, on fait toutes sortes de produits finis. On fait même ça, des propres produits qu'eux-mêmes utilisent pour leur propre production. Donc, voilà. Alors, première étape qu'on a fait, évidemment, c'est de faire ce qu'on appelle une analyse de flux de matière, donc une schématisation des flux au sein de l'entreprise. C'est pas terminé, parce que c'est assez complexe, même si finalement, on a une seule matière. Et ce qui est intéressant de voir déjà ici, c'est tout ce qui vient, tout ce qui intervient, ouais, tout ce qui intervient dans une entreprise. Donc, oui, on a la production, mais on a bien d'autres choses. Donc, on a le bâtiment en tant que tel, pour entretenir. On a un laboratoire de recherche et développement, de testing. On a évidemment le transport et manutention. Puis on a les bureaux administratifs. Donc, première question qu'il va falloir se poser, c'est quoi le périmètre de l'étude? On inclut tout? On n'inclut pas tout? Ce qui est le fun, c'est pour l'instant, on ne se pose pas cette question-là. On verra. On verra selon la complexité de la mesure. Et ça risque d'être la complexité de la mesure qui risque de nous restreindre. Mais dans le monde idéal, on irait partout. On verra. Là-dedans, j'ai mis les intrants, les extrants. Je passe assez rapidement parce que, comme je vous dis, le but, c'est pas de comprendre en détail ici ou là. Donc, deuxième étape, une fois on est en train de finir ces flux de matière-là, ça va être de développer le fameux cadre de mesure. Qu'est-ce qu'on va mesurer? Et là, on a lu toutes les normes. On a lu les normes, on a lu toutes les guides. Il y en existe plein, le CTI, le WDCSD. Il y en a plein, plein, plein. Puis à chaque fois, on n'a pas de recette. Tu sais, il y a les ingrédients, il n'y a pas de recette derrière. Fait que, tu sais, c'est les épices, de telle affaire, mais OK, mais on fait ça quand même. Ça, c'est pas indiqué, ça. OK? Fait qu'il a fallu développer les indicateurs, le cadre de mesure, de l'opérationnalisation de la mesure en tant que telle. Et ça peut être simple. Et on est encore en cours d'élaboration, je vous dirais. Donc, aujourd'hui, je vais vous en proposer un. Puis votre feedback va être vraiment bienvenu si jamais vous en avez un à me faire. Donc, on s'est basé sur le cadre qu'on avait préétabli ici au réseau. Ce cadre-là, il ressemble à ça. Des fois, il fait peur un peu, là. Euh, donc, ce que ça reprend en tant que tel, c'est les grands principes de l'économie circulaire, les grandes stratégies. Donc, réduction à la source, évidemment, régénération des flux, améliorer la longévité des produits. Ensuite, on a tout ce qui est réparation, dons, etc. Puis ensuite, on a nos bouclages de flux en fin de vie. Même nous, même nous, on trouve ça le fun, mais après ça, on dit OK, mais on fait quoi avec ça? Donc, c'est ça le travail qu'il a fallu faire. Et là, je me suis inspiré de ce qu'on fait en gestion. Donc, en gestion, on a des outils de pilotage stratégique qui existent, notamment des cartes stratégiques, notamment des tableaux de bord. Donc, je suis retombé sur mes vieux principes de management 101 pour développer ce fameux cadre opérationnalisé des indicateurs. Puis, bien sûr, ben, je me suis assuré de me connecter avec les nouvelles normes qui venaient de sortir, puis c'est génial, ça a permis de bien asseoir le tout. Puis, quand même, de s'inspirer aussi de tout ce qui existait d'assez reconnu dans la littérature pratique et scientifique au niveau des cadres conceptuels sur les indicateurs. Et donc là, ce que ça donne, ça va être ceci. Donc, tout le monde est capable de lire, évidemment. Je vais vous l'exploser, il n'est pas peur. Donc, le cadre, c'est ce qui est à gauche, là. Donc, c'est assez colossal. Je l'ai séparé donc en 4 niveaux. Donc, en tant que tel, basé sur des principes PSR, je me souviens plus des lettres, bref.
principe en environnement où il y a des interactions entre différents niveaux d'indicateurs. Donc, le premier niveau des indicateurs, c'est des leviers. Donc, ce sont ce que je mets en œuvre comme ressources, comme structure, pour pouvoir déployer des activités. Deuxième niveau, ce sont les activités de l'économie circulaire. Troisième niveau, c'est la mesure en tant que telle de la circularité. Donc, c'est là-dessus que nous, on va porter attention, les autres étant là juste pour comprendre ce cadre-là. Et le dernier niveau, c'est l'impact sur la durabilité. Pas parce qu'on est circulaire que c'est nécessairement bon pour l'environnement. Donc, il faut le mesurer aussi. Donc, si je vais rapidement, donc les leviers, formation des employés, sensibilisation, engagement de la haute direction, etc. Je donne des exemples ici. Au niveau des activités, on retrouve les 12 stratégies d'économie circulaire qui seraient là. Et ensuite, ce qui va nous intéresser, c'est plus celui-ci. Je vais m'y arrêter plus longuement, je vais l'agrandir, question qu'on essaie de voir quelque chose. Donc, ça serait notre fameuse mesure de circularité. Dans les boîtes que vous voyez absolument rien, je suis convaincu, il y a des numéros. Ça réfère au numéro de la norme 59020. Donc, on retrouve tous les indicateurs obligatoires de la norme sont dedans, c'est-à-dire qu'il y en a seulement 6 qui sont en gris. Bon. Donc, 3 pour les flux entrants, 3 pour les flux extrants. Et on retrouve aussi la plupart des indicateurs facultatifs aussi. Parfois, adaptés, modifiés. Parce que je trouvais qu'ils ne répondaient pas tout à fait exactement comme on voulait. Donc, ce qu'on retrouve à gauche complètement, ce sont toutes les mesures des flux entrants. Donc, l'idée, c'est de dire, plus j'ai de contenu réutilisé dans mon intrant, plus j'ai de contenu recyclé dans mon intrant, et plus j'ai de contenu renouvelable dans mes intrants, plus je suis circulaire. Okay. Toutes choses étant égales par ailleurs. Puis donc, si j'additionne ces trois-là, ça contribue à ce que je vais appeler un taux de circularité des intrants. Plus ce taux de circularité des intrants est élevé, techniquement mieux c'est. On a rajouté un autre indicateur sur le pourcentage des substances préoccupantes, ce que la norme appelle substances préoccupantes, produits toxiques, chimiques, etc. Merci. Ensuite, on retrouve au niveau que la norme ISO appelle économique. On est toujours sur l'aspect ressources ici. Donc, la productivité des matériaux, l'indice d'intensité des ressources, et moi, j'en ai créé un dérivé de la norme. Donc, indice d'intensité des ressources vierges. Okay? Parce qu'en tant que tel, si je ne consomme aucune ressource vierge, juste du renouvelable, c'est bon, vous êtes d'accord? Même chose pour l'énergie. Donc, ultimement, ce qu'on veut, c'est l'intensité énergétique non renouvelable, le plus faible possible. Puis pour l'eau, consommation d'eau le plus faible possible. Et là, l'eau, pour moi, il y a un gros bémol ici. Si j'avais du temps pour en discuter, ben, c'est un autre angle. Pour ça, j'ai mes ressources sortantes. Donc, encore la même idée que pour les intrants, plus de contenu qui va être utilisé, plus de contenu qui va être recyclé, et plus de contenu qui peut retourner en voie biologique. Plus ça s'est élevé, plus que mon taux de circularité des extrants est élevé. Et il reste un truc en fin de vie, mon produit en fin de vie, faut aussi le mesurer. Donc, on retrouve les mêmes principes. Donc, là, ici, c'est difficile de mesurer parce que fin de vie peut être loin. Il pourrait être dans une semaine, comme il pourrait être dans 50 ans. Fait que l'annonce, ça, c'est intéressant. Je trouve qu'ils ont bien fait ça. Ils sont allés sur l'idée de prévu. Donc, quelle est la réutilisabilité prévue, puis la recyclabilité prévue. Ce qui est prévu, donc ce qui est possible qui a été prévu dans la conception, par exemple, du produit. Donc, ici, à B9, est-ce que ça va vraiment se faire? On n'est pas sûr, mais bon, encore là, ça peut être l'analyste qui vient juger de ça. Et donc, ça nous donne un taux de circularité prévu des produits matières en fin de vie. Et ça nous donne un taux de circularité des ressources sortantes. Et les deux ensemble, ce qu'on ne voit pas en haut parce que c'est caché par l'écran, on va appeler ce qu'on va appeler l'indice de bouclage des flux, qui réfère en fait à la fameuse indice de circularité qu'on mesure actuellement avec Circle Economy. Qu'on pense qu'il mesure. Parce qu'on n'est pas sûr. Et donc, malheureusement, ce qu'on ne voit pas en haut. Donc, ce qui nous manque ici, c'est l'aspect temporalité. Et ça, c'était l'élément le plus compliqué dans toute l'histoire, parce que c'est bien beau avoir réduit
l'intensité de ressources et tout ça. Mais si mon produit dure une semaine, pas très intéressant, alors qu'un autre produit peut être très intense en ressources, mais durer 50 ans. Comment j'en tiens compte? Alors, j'en tiens compte en calculant un taux de durée de vie ou un taux d'usage, ce qui sera encore mieux. Tout dépend du type de produit. Par exemple, une laveuse, peut-être plus intéressant en taux d'usage, alors que ben, un bâtiment, bon, probablement plus en durée de vie. OK? Et ensuite, mon intensité matière, ressources énergétiques et eau que j'ai calculé, ben, je vais le diviser en nombre d'années ou en nombre d'usages pour savoir l'intensité par usage ou par année. Le temps est écoulé, ça sera pas. Et donc, ça me permet à ce moment-là de pouvoir intégrer cet aspect de temporalité-là et dans ma mesure de circularité. Ah, merci de l'avoir ajusté. Et donc, ultimement, pour mesurer la circularité d'une organisation, ah, là, je ne peux plus changer, par exemple. Ah, merci. Donc, pour mesurer la circularité organisationnelle, j'aurais agrégé. J'aurais quatre indicateurs à mesurer. Un indicateur d'intensité ressources, énergie et eau, plus mon bouclage des flux à la fin. Et si je le faisais pour produit, clic également. Donc, au niveau du produit, j'ai deux choix. Je peux le faire pour le produit au niveau de sa sortie. Non, ça, c'est même chose, plus le bouclage. Ou, encore mieux, de le prendre en intensité d'usage, ou sur sa durée de vie, plus le bouclage des flux à la fin. Donc, en conclusion, pour ceux qui veulent faire un parallèle avec la mesure de circularité qu'on a actuellement, la mesure de circularité mesure le bouclage des flux, mais ne mesure pas du tout les autres indicateurs qui sont à gauche ici. Donc, ça, c'est l'angle mort de notre mesure de la circularité actuelle. Voilà. Donc, on est arrivé à ça, et là, le prochain défi, juste cliquer, s'il te plaît, encore une autre fois, je vais arrêter là-dessus. Prochaines étapes, beaucoup d'étapes à faire encore. Donc, une fois qu'on a développé ça, ben, ça va être de collecter les données, analyser les données, voir qu'est-ce qu'on va pouvoir mesurer dans tout ça, et surtout, comme je l'ai dit, comprendre toute l'interaction des acteurs autour de la mesure. Parce que là, on est accompagné par Coop Carbone qui va faire ça, par nous. Il y a les intervenants, il y a les gestionnaires, il y a les jeunes opérations, etc., etc. Donc, ça va être assez intéressant de voir comment ça se passe autour de cette question-là. On va mettre en lumière aussi tous les enjeux, probablement de tensions politiques éventuellement, derrière ces mesures-là. Voilà, c'est tout. On a le temps pour quelques questions, j'imagine. On a tout le temps? Oui. On a 2 minutes 30. Merci. Oui. Une question par rapport aux normes 59 000. C'est des normes qui sont toujours en développement en ce moment. Oui. Il y a notamment un projet 59 031 en cours. Est-ce que vous avez la possibilité de vous impliquer dans ces projets pour essayer de faire remonter ces angles morts que vous avez identifiés? C'est une bonne question. Oui, la réponse est certainement oui. Est-ce que j'ai le temps de le faire? Je ne sais pas. Mais c'est sûr qu'on va vouloir, tu sais, je pense à Marc, parce que Marc est impliqué dans les normes. Hein? C'est ça, exactement. Donc, c'est certain on va probablement, ben, premièrement, ça va être intéressant que ça soit soumis aux pairs et qu'on voit est-ce que notre lecture est la bonne. Ça se peut qu'on ait des des angles morts. Ça se peut qu'on ait oublié des trucs aussi. Fait que votre feedback sera le bienvenu, bien sûr. Oui, je pense que ça va être intéressant de faire transiter cette information-là éventuellement vers les normes si on juge que c'est tout à fait pertinent. Je sais qu'au niveau de l'ISO et au niveau national, dans les organismes nationaux de normalisation qui participent à l'ISO, ils sont assez souvent intéressés d'avoir des retours de la recherche. Parce que souvent, c'est un regard qui est différent de celui des entreprises directement ou des consultants. Et ça peut être intéressant de faire progresser cette normalisation. J'ai été agréablement surpris quand même de la qualité des normes dès le départ parce que c'est une première mouture. Et souvent, c'est un peu, des fois, c'est pas toujours bien solide. Là, j'avoue que c'était quand même bien. J'ai bien aimé la flexibilité aussi dans la norme, c'est-à-dire qu'on a du obligatoire, du facultatif. Les obligatoires sont incontournables, donc c'est bien correct. Mais je pense qu'il y avait effectivement quelques zones d'ombre, quelques éléments peut-être un petit peu moins raffinés. Certains indicateurs que j'ai parlé de dérivés de, par exemple, et l'aspect surtout la longévité des produits qui était absent. Ça, je pense que c'est un gros enjeu parce que faut le considérer. Là. Il y a toute une littérature qui essaye justement de rentrer l'aspect longitudinal dans la mesure. Et là, je pense qu'on a une tentative de l'intégrer ici. Merci pour votre point. D'autres questions? Oui, Jean.
Est-ce qu'il y a une différenciation en fait, pour les intrants et les extrants quand c'est marqué les indicateurs quand je fie à ce que j'ai vu sur le contenu recyclé puis réutilisé? Est-ce que tu différencies quand c'est justement à l'interne versus que ça serait réutilisé, mais avec justement une synergie avec une autre entreprise? Oui, oui. Ce qui est réutilisé à l'interne, c'est pas considéré comme un flux sortant. OK? Donc, un résidu de production qui est réutilisé à l'interne elle-même, c'est pas considéré comme un flux sortant. Fait que c'est pas considéré dans le pourcentage. Puis dans l'intrant, non plus. Non plus. Fait qu'il Fait que il faut que ça rentre d'un système externe puis ça sorte vers un système externe. OK, mais ça, mettons, dans un monde peu probable. Puis, il y aurait peu, finalement, de nouvelles matières vierges, en tout cas, peu importe les intrants, parce qu'ils ont tellement comme de pertes de production, mais ils peuvent toujours les réinjecter, tu sais, puis ça finit. Est-ce que, comme. Fait que c'est jamais comptabilisé, ça? Oui, c'est comptabilisé parce que leur intensité d'utilisation de matière va se réduire par produit fabriqué. OK, parfait. Fait que ça en tient compte. OK, parfait, merci. Tu comprends comment vous en Oui, 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 tout à fait. Merci. Parce que, tu sais, c'était quand même rapide, là. Oui, oui. Ben, en fait, j'ai eu pas mal moins de 20 minutes d'après moi. Ouais, Mais oui, c'est ça. Mais je pense qu'on a moins de temps maintenant. Oui. Puis, pour allonger la durée de vie des produits, quand même, mettons, si c'était éco-conçu pour être, pour se réparer. Je sais qu'une bouteille de pilule, là, c'est pas éco-conçu pour se faire réparer. Ben oui. Mais admettons que ce serait un produit plus complexe, puis est-ce qu'il y a une partie du calcul qui va tenir compte de ça? Oui, parce que, bon, je vais répondre en plusieurs réponses. Premièrement, le volet réparabilité, on le capture dans le fait d'allonger la durée de vie, Dans celui. qui est complètement en haut, là, donc qui est en orange, là, je ne sais pas si vous l'avez vu. Ouais. Donc, on mesure la durée de vie et le nombre d'usages. L'usage moyen, OK. Parce que, Ouais. admettons, si tu as l'usage moyen, ça veut dire qu'il considère le fait qu'il peut être réparé. C'est-à-dire que si je le répare et j'accrois l'usage moyen, ben donc, je vais amortir ma matière sur plus d'usages. Mais tu sais, mettons, il y a un produit qui pourrait dire, hey, ça, c'est super durable, mais je peux zéro le réparer. Oui, mais tu sais, dans le fond, là, c'est tout un autre débat, son inventaire. Mais si la bouteille dure 40 ans déjà, Oui. ben, c'est génial. Puis ça ne se répare pas, mais elle dure 40 ans versus une bouteille qui dure 6 mois, mais qui se répare super beaucoup. Ben là, Mais ça, fait que finalement, mettons, ça n'apparaîtra pas la différence dans le calcul. ben, elle va paraître dans le sens que j'utilise des stratégies pour accroître la performance de cet indicateur-là, l'indicateur de durabilité du produit. Donc, ma stratégie de réparation, c'est une des façons que je peux utiliser pour accroître son nombre d'usages ou sa durée de vie, tout comme l'éco-conception, tout comme l'économie de fonctionnalité. Parce que tu vois, je pensais que le truc orange, c'était en soi plus comme un. Mais c'est un indicateur. Compréhension de tes autres indicateurs, mais c'est un indicateur en soi. C'est un indicateur en soi. Puis en dessous, ben là, on ne le voit plus, mais dans les stratégies d'économie circulaire qu'on avait en dessous, ben là, on peut avoir des indicateurs spécifiques pour la réparation, par exemple. Et je comprends qu'ils se divisent. Le orange se divise, mais on ne voit pas la division. C'est-à-dire que c'est des relations de cause et effet. Plus je fais de réparation, plus je fais d'éco-conception, techniquement, plus je devrais ajouter du temps en usage et en durée. Parfait. Ben, merci. Roger, merci. Ça va, merci. Non, c'est parfait, c'était rapide. Là. Ben, il y avait Benjamin rapidement, 30 secondes, vas-y. Très rapidement, ça peut être un élément de perspective plus tard dans la journée, mais comment tu vois l'évolution de ta pratique en regard de cette étude de cas par rapport à des grosses formes de changements qui s'en viennent sur le marché des produits, là, comme les PPP ou les normes ISO, par exemple, où on va le voir, puis c'est particulièrement vrai en Amérique du Nord, où il va falloir qu'on soit capable de développer justement de la capacité de mesure et d'indicateurs pour pouvoir satisfaire soit ces normes, soit ces réglementations. C'est une bonne question, puis je pense que ça va prendre beaucoup plus que 30 secondes à répondre. Mais non, ben, je pense que l'idée, c'est qu'il va falloir qu'on s'arrime. Ouais, je pense que c'est tout le défi qu'on a, c'est de s'arrimer d'une norme à l'autre, d'une conception à l'autre. Donc, puis là, je n'ai pas la prétention de dire qu'on a raison aussi, c'est un début de réflexion, mais c'est sûr et certain que si on va arriver à quelque chose de structurant, il va falloir qu'on s'arrime quelque part. Là, je pense au BIM, je pense à bien d'autres choses aussi. Fait que nous, on a une première proposition. Après ça, bon, on verra effectivement qu'est-ce que ça implique pour le reste. Mais j'avoue que dans notre réflexion, on n'était pas encore rendu là. Okay. Ouais. Mais la base est là, pareil. Ben, peut-être, potentiellement. Ben oui. À voir. Merci beaucoup. Merci.